Aujourd'hui le petit thème du live, donc les fameux drills, les meilleurs drills de self-défense. Bon, on va commencer simple. Est-ce que tu peux définir rapidement le terme de drill, parce que c'est vrai qu'on l'utilise très souvent. Moi, j'avais entendu un petit peu avant, mais surtout avec les bouquins. Et voilà, faire un petit point sur ce qu'est le drill à monter dedans. Drill, en fait, c'est un mot anglais qui veut dire répétition. Ensuite, initialement, en fait, et je le dis dans le bouquin, notamment dans le deuxième, c'est l'isolation des composantes techniques, donc toute la progression technique d'un mouvement complet ou d'un enchaînement de mouvements complets. C'est ce qui était pratiqué par l'armée prussienne, c'est ça qu'on dit le drill prussien. Et l'objectif en fait de ça, c'était à la base dans leur pratique d'optimiser au maximum l'ensemble des mouvements qui permettaient le rechargement d'un fusil rapidement. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était un tir, un rechargement, un tir, un rechargement. Oui, d'accord, il remettait comme... Donc c'est de la motricité fine, voire de la complexe. C'est pas trop de la motricité lourde, mais du coup, c'est dans des situations d'ouverture de feu où on vient de tirer, on a touché ou pas. Alors certes, quelqu'un prendrait la relève, mais il faut rester quand même concentré sur ces mouvements pour essayer de faire les mouvements le mieux possible pour gagner du temps sur le rechargement. Voilà. Puis en fait, c'est devenu vraiment le terme utilisé pour la répétition technique, en fait. Voilà. D'accord. Et donc si on le transfère ça à la self-défense, on peut dire que c'est la composante technique découpée d'une technique complète, en fait. Voilà. Je sais pas si tu pars du principe que tu vas faire une prise d'initiative. Dans ta prise d'initiative, il faut sortir ta gazeuse que tu as dans la poche, pousser la personne qui est devant toi pour prendre un petit mètre de distance, gazer. Et on imagine que si on isole chaque composante de ça, il y a la gazeuse, il y a la sûreté sur la gazeuse qu'il faut effacer, il y a le fait de glisser la main dans la poche. Donc déjà, on peut isoler la technique de rentrer la main dans la poche et désactiver le petit bouton de la gazeuse, la sûreté. Voilà, ça c'est un drill, en fait. D'accord. Et plus on va le répéter, plus on va être agile dans le mouvement, et puis surtout, plus on va réussir à le faire de manière assez automatique, en fait. Puisque le jour J, ça va être compliqué de penser à tous ces petits détails. C'est le moment où on va basculer un peu en motricité un peu lourde, et du coup on va appuyer et on comprend pas pourquoi ça marche pas, et puis le plan B ça devient le plan A en beaucoup plus fort, donc on appuie encore plus fort, puis en attendant on en a pris une et c'est réglé. Ok. Ouais, ça c'est vrai que j'ai sorti une vidéo récemment sur comment on se marrait un petit peu avec Brice également sur la respiration tactique, la cohérence cardiaque au final. On a échangé par message avec Brice là-dessus. Ouais, il m'en a parlé. Je l'ai devancé sur un des termes. Je dis je vais aller faire une torpille tactique ou je sais plus quoi comme connerie. Et en fait, ce qui est marrant, c'est ça justement dans la vidéo, j'expliquais je reprenais ça les fréquences cardiaques. Quand tu arrives à un certain niveau de fréquence cardiaque, tu as une motricité fine qui disparaît complètement. Ça devient très compliqué. En fait, il faut faire attention parce que c'est pas le niveau cardiaque qui diminue la motricité fine. L'augmentation du rythme cardiaque, c'est le symptôme de plein d'autres éléments. On prend la fréquence cardiaque parce que c'est l'élément le plus visible de l'extérieur. Non, le plus visible, en fait. D'accord. Mais c'est pas parce que t'as En fait, c'est le stress qui augmente la fréquence cardiaque. Dans les choses qu'il fait, il augmente la fréquence cardiaque, mais il désoptimise, on va dire, la motricité fine pour optimiser la motricité lourde. Ouais, c'est pas la fréquence cardiaque qui a une influence sur la motricité, en fait. C'est juste un marqueur visible qui permet de voir de l'extérieur. Et effectivement, passer un certain nombre de battements par minute, parce que c'est là-dessus qu'on s'appuie, on constate que la motricité se dégrade et qu'elle rend difficile l'application de certaines choses, ce qui est vrai. Mais encore une fois, c'est pas les battements du cœur ou tout ça qui dégrade cette motricité. La motricité, c'est un symptôme, et la fréquence cardiaque, c'est un autre symptôme. Et qui sont indépendamment des symptômes d'un ensemble de choses qu'on appelle le stress, en fait, et qui, pour le coup, n'est pas une réaction psychologique.
qui est quelque chose de purement physiologique, tu sais. Si ta fréquence cardiaque augmente quand tu sprintes, bah, c'est que tu stresses tes muscles, donc ils s'adaptent. Et dans la nécessité de l'effort en question, ils vont solliciter le cœur pour avoir plus d'oxygène et plus de sucre, enfin d'énergie. Donc du coup, bah, il faut une augmentation de ton rythme cardiaque, tu vois. D'accord. Voilà. Ok. C'est un stress. Okay. C'est un stress, ouais. C'est un effet du stress. Ok. Non, j'avais vu ça en effet, ouais, le fameux je m'étais renseigné après sur le drill, on avait parlé drill prussien, donc en effet l'armée prussienne. Ok. Donc en gros, un drill, c'est isoler une composante, comme tu dis, de sortir la gazeuse, c'est un drill, de déclencher la sécurité, c'est un drill. D'ailleurs, c'est dans un des drills du bouquin. Pousser le type, c'est un drill, etc. De pouvoir aligner ta cible. Tout ça fait qu'au final, à force de répétition, tu vas, on va dire, plus l'automatiser et à être plus efficace sous stress, quoi. C'est ça. Ça va te permettre en fait de déclencher un circuit réflexe qui va faire appel à une espèce de mémoire musculaire, si on peut dire. J'aime pas trop ce terme, je dis plutôt mémoire kinesthésique, puisque c'est pas que le muscle qui est dans la boucle. Et typiquement, si tu t'entraînes à faire une technique, alors tu sais, il y a cette espèce de mythe qui dit qu'il faut faire 10 000 fois une technique, ou 1000 fois une technique, enfin, tu vois. Bon, il y a aucun chiffre, hein. C'est pas qu'il y a aucun chiffre valable là-dessus, mais c'est des évaluations qui sont un peu, il y a des personnes peut-être que ça prendra moins de temps, d'autres peut-être que ça, c'est pas un fait global, ça. C'est difficilement quantifiable d'ailleurs, si tu regardes objectivement. Donc en fait, c'est simplement se dire que quand on répète un mouvement, bah, il y a déjà une phase d'apprentissage du mouvement. Pendant cette phase d'apprentissage, le fait de driller le mouvement, quel qu'il soit d'ailleurs, c'est un apprentissage moteur, technique, et ben on supprime les éléments le corps au début, si tu veux, je vais prendre un exemple, je vais le comparer par exemple à un mouvement d'arraché en haltérophilie. Il y a plusieurs étapes dans le mouvement, et du coup, au fur et à mesure des étapes, bah, le corps, si tu veux, quand c'est la première fois qu'il fait, il va solliciter plein de muscles, plein de parties du corps, ou plein d'arcs nerveux, de coordonnées, qui sont pas forcément utiles, en tout cas peut-être pas dans cet ordre-là, et ainsi de suite. Et comme l'objectif du corps, c'est systématiquement de s'économiser par rapport à une tâche que tu vas lui demander, bah, plus tu vas pratiquer cette tâche, plus il va supprimer ce dont il n'a pas besoin pour à la fin garder le pur produit distillé de la simple nécessité. Et du coup, le fait de driller un mouvement, une technique, ou voilà, bah, ça permet au corps justement déjà dans un premier temps d'épurer tout ce dont il n'a pas besoin. Optimiser la dépense énergétique, optimiser le placement, plein de choses, le timing et toutes ces choses-là. Donc ça, c'est encore une fois, on en revient à ce que je mets dans le bouquin sur le savoir-faire, c'est la technique. D'accord. Donc une fois que tu as bossé un certain nombre de fois le mouvement, c'est bien de le confronter à quelques petites incertitudes. Donc les incertitudes, en fait, c'est simplement, je reprends l'haltéro. Tu as fait du manche à balai pendant un petit moment à travailler le mouvement et la technique, et puis on va commencer à mettre un peu de charge pour voir comment ton corps se comporte avec une nouvelle contrainte qu'il avait pas jusqu'ici. Donc bien entendu, tu mets pas une énorme charge, mais le simple fait de modifier ça, et ben ça va retravailler. Et là, t'es reparti pour 6 mois de travail. Enfin, j'exagère un peu, mais à peine, tu vois. Et puis petit à petit, tu améliores. Si je fais un comparatif avec un domaine que je connais bien, qui est celui du tir, dans le tir, si tu veux, t'as les fondamentaux d'un côté et la chronologie du tir en 7 temps de l'autre. Voilà. Donc si je prends la chronologie telle que je l'ai apprise moi chez NDS, c'est identification, élévation, visée, doigt, pressé, analyse, scanning. Ok. D'accord. Il y a la même version avec des termes plus ou moins différents, mais on arrive tous aux mêmes conclusions. Tu as une version militaire, mais voilà, il y a ces 7 temps dans la chronologie. Ok. Pour dire, moi je dis scanning, on peut dire liaison. Enfin, tu vois, les termes sont les mêmes, ça veut dire la même chose, mais on dit un peu différent. Et ben l'identification, c'est sur quoi je tire et à quel endroit en fait, tu vois. Élévation, je vais monter mon arme entre mon œil directeur et ma cible. Visée, je vais changer de focale, sauf si j'ai un point rouge, mais sinon je vais quitter la cible des yeux et me focaliser sur le guidon qui est à l'avant, et je vais essayer de l'aligner parfaitement avec le cran de mire. À ce moment-là, voilà, je regarde mon guidon. Doigt, je vais rattraper mon point dur. Donc il y a une petite course
entre le point dur et le départ de la détente, qui est molle, en fait, il se passe rien. Ouais. Je vais aller jusqu'au point dur, je vais presser lentement la détente, boum, le coup de feu va partir. Analyse, je vais descendre légèrement mon arme et regarder ma cible et voir si le résultat est bon. Ok. S'il est bon, je retire complètement mon doigt, je ramène l'arme contre moi et à ce moment-là, je vais faire mon scanning, c'est-à-dire je vais réouvrir mon champ de vision autour de moi. Ok. Chacune des étapes a une importance. Donc si je transpose ça sur un drill, rien que la phase d'identification. Sur quoi je tire et à quel endroit. Rien que ça, si je décide par exemple d'optimiser ce travail-là au maximum, il y a énormément. Je peux travailler au stimulus lumineux, avec la couleur, au son, au signal verbal, c'est-à-dire, je sais pas, moi je dis feu cible 1, 2, 3, tu vois, et ou alors je dis feu 3, 1, tu vois, donc c'est des chiffres, c'est du numérique dans ma tête. Et il faut qu'en même temps je fasse tout ça. Tu vois, ça c'est des exercices qu'on fait pour optimiser la phase d'analyse. Tu vois, faire des changements de focale rapides. Donc ça c'est après la phase d'élévation. Alors voilà, maintenant on prend l'étape suivante. Par exemple la phase d'élévation. Je vais monter mon arme entre ma cible et mon œil. L'idée c'est de le faire tellement parfaitement que en fait j'ai plus d'ajustement à faire. T'as plus besoin d'ajuster à chaque fois pour. Non, en fait quand je vais à viser c'est qu'une confirmation que je suis déjà bien aligné. Tu vois. Donc ça c'est une bonne mémoire musculaire et ça s'exerce aussi. La phase de visée c'est des changements de focale. Je peux m'entraîner à faire de l'orthopsie, c'est littéralement ça. Hein, où je fais des exercices de focale derrière, focale devant, focale derrière. Alors dit comme ça a l'air simple, mais je peux par exemple marquer des choses au mur derrière et tant que j'ai pas lu verbalement dans ma tête ce que j'ai vu sur le mur, tu vois. Tout ça, c'est des drills, en fait, pour une seule et même action qui va consister à faire boum. Ok. Tu vois, voilà. Donc, l'action, elle est très courte, mais tu peux l'optimiser, mais dans le détail sur plein de petites choses, et c'est ça qui est super intéressant. Et en fait, tu le fais sur tout. Tu vois. On prend de la self, main nue, une technique de prise d'initiative. Par exemple, je sais pas, moi, le mec me colle un peu, il vient coller sa tête, bon, je décide de frapper le premier. Je déclenche une prise d'initiative, je considère que je vais essayer de mettre 3 frappes de qualité. Donc je vais choisir des cibles. Et au départ, quand je vais travailler sur Bob, si tu veux, la cible elle est simple à trouver. C'est-à-dire que j'ai la gorge, en gros, moi si je fais une technique, je vais travailler sur ça. Maintenant, dans la réalité, le mec, peut-être qu'il aura une écharpe par exemple. Tu vois. Ou peut-être qu'il va bouger, à un moment donné, il va pencher la tête, et là du coup elle est moins accessible. C'est moins accessible. Donc ce que je peux faire par exemple, dans ma phase d'identification, qui sera plus ou moins la même chose, le début de mon cycle de Boyd en fait, c'est repérer différentes opportunités. Tu vois, donc je m'entraîne dans ma tête, le mec bouge, il se met d'une certaine manière, et je me dis accessible, pas accessible, accessible, pas accessible. Voilà, cycle de Boyd. Bon, ça apparaît à l'envers, mais... Ouais. Et donc du coup, je décompose cette partie-là qui est la prise de décision, enfin plus ou moins, c'est-à-dire où est-ce que je vais taper. Est-ce que la cible est accessible? Est-ce qu'elle l'est pas? Est-ce qu'elle l'est? Est-ce qu'elle l'est pas? Elle l'est plus? Elle l'était? Ah, du coup, il y en a une autre, et ainsi de suite. Tu vois? Par exemple, les boxeurs, quand ils travaillent à la leçon, le stimulus, c'est ça. Oui, c'est vrai, à la patte d'ours. À la patte d'ours. Et du coup, il y a patte d'ours, il y a un petit temps. C'est rare que la patte d'ours, ça arrive là et qu'il touche direct, tu vois. Mais ça s'optimise. Du coup, c'est le temps qu'il a à voir le signal. Tu vois, la prise de décision rapide pour faire ce genre de choses. Donc on retrouve la même chose qu'en self. Il existe des pods lumineux qui sont très efficaces pour ça. J'ai un stimulus visuel et il faut que je le touche le plus rapidement possible. En faisant ça, j'optimise ma phase d'identification de l'ouverture, on va dire sur l'adversaire au moment où je voudrais taper par exemple. Après, il faut le transposer sur du très concret. Ouais, bien sûr, ouais. Mais du coup, ça change parce qu'en fait, un mec, il est pas statique, donc les opportunités, des fois, elles sont bonnes, mais au moment où tu veux partir, elle est déjà plus bonne. C'est ce qui se passe en boxe, en fait. C'est pourquoi la personne bouge tout le temps et est toujours en mouvement, c'est qu'elle devient difficile à cadrer. On appelle ça. Et le résultat, c'est que du coup, t'isoles cette partie-là, et puis tu la travailles indépendamment du reste. Après, la phase du coup de poing ou de la gorgette ou peu importe ce que tu mets comme coup, là déjà rien que ça, tu peux l'optimiser d'une autre manière. Tu vois, est-ce que tu veux travailler en vitesse, en puissance? Est-ce que tu veux travailler avec une bonne allonge?
tu vois. Diminuer le temps de réaction, c'est bien, mais après, il y a la partie à proprement parler, l'outil que tu vas utiliser, ton parpaing, il faut qu'il soit rapide. Donc, comment tu développes cette vitesse? Ton punch, ton explosivité, tu vois. Donc ça, c'est encore une composante à isoler. T'imagines, pour un coup de poing, on est déjà à 2 trucs bien lourds à travailler. Ouais. Tu vois, puis ainsi de suite. Ensuite, en cas d'échec, une reprise de décision, être soumis à l'échec systématiquement dans l'entraînement, pas à chaque coup, mais de temps en temps, hop, ça rate. C'est-à-dire le mec qui te met la patte, imaginons, et t'as pas été assez rapide, il l'enlève. Tu vois. Oui, d'accord. Donc ça veut dire qu'il y aura peut-être une riposte derrière. Donc le mec fait ça, boum, il plonge parce que c'est trop tard. Tu vois. C'est pour ça que c'est hyper intéressant, ne serait-ce que l'anglaise, la boxe au sens large, mais tu vois, il y a 6 coups et des milliers de combinaisons possibles avec ces coups. Tu vois. D'accord. Alors imagine en self, quand on commence à parler de mille et une techniques et de machin, du coup ça devient un peu moins réaliste parce que tu te rends compte que déjà pour un mec qui fait de l'anglaise c'est compliqué d'être ultra efficace, d'avoir un coup d'œil de ouf et un timing parfait. Pour un mec qui en face, en bouge, je parle. Ouais, bien sûr. Donc imagine si tu commences à rajouter 50 prises exotiques, tu vois. Il vaut mieux remplacer par exemple ton direct du droit par une gorgette et tu le travailles de la même manière. Sans oublier que travailler ton direct du droit, mais ça sert à rien d'avoir un panel ultra oui, bon, tu restes assez proche, tu changes que ta forme de finale, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. Ok. Voilà, c'est le travail individuel du drill. Je le rappelle un petit peu à tout le monde là, si vous avez des questions, des commentaires, etc., n'hésitez pas à les poster dans le live. Moi je les vois, je les écris et après on vous répond. De toute façon le live sera en replay sur la chaîne YouTube, donc si vous devez partir entre temps, c'est pas un problème. Alors on a Hugo qui nous dit j'ai bricolé des cibles lumineuses avec sur un Raspberry avec des LED à mettre sur un sac et qui s'allument aléatoirement. Ah oui d'accord, c'est les petits symboles lumineux là. J'avais fait ça, je crois que sur un sac de frappe. Je pense que c'est sur un sac de frappe. Ouais. Par contre, c'est quoi le Raspberry? Je vois pas trop ce que c'est. Enfin, en anglais, d'accord, mais je pense que c'est des petites LED que tu appuies dessus là. Je crois que on avait fait ça dans une vidéo où je suis allé au ACE, à Arnold Classic Europe, quand j'étais à Barcelone. Ils avaient une sorte de petit mur, tu sais, avec plein de petites LED. Et mais c'est immense, c'est-à-dire que elle peut s'allumer en haut à droite, en bas à gauche, etc. Et t'es tellement trop proche du mur que t'as du mal à ouvrir ton champ de vision et faut être super rapide et le but c'est de toucher le maximum de loupiotes en un temps réduit. Oui, sur un sac de frappe, Raspberry c'est un micro PC. Ok, d'accord. Mini ordinateur. Carte électronique. Ok, merci les gars, la réactivité. Ok. Donc on a vu donc la définition globale du drill. L'importance du drill, je pense qu'on l'a vu ici, on t'en parlait directement, quelle est l'importance du drill. Je pense que c'est déjà assez exploité. Ah oui, avant toute chose, on parle de bouquins depuis tout à l'heure. Voilà, c'est écrit, vous le voyez à l'envers, mais bon. Riposter, abrégé de self-défense. Peut-être que je ferai une vidéo d'ailleurs sur les bouquins indépendamment si le confinement continue. Voilà, premier bouquin. Ça, c'est tout ce qui est plus pour reprendre le premier live, c'était le cahier des charges d'une self-défense efficace et réaliste. Et le deuxième, c'est celui-ci qui est plus adapté à ce second live-là. Voilà, riposter, cahier pratique de self-défense. Donc là, c'est 90 exercices. Voilà, 90 exercices pour s'entraîner directement à la self. Tous les deux sont chez Amphora pour les deux. Les deux chez Amphora, d'accord. Les deux sont à 18,50. Donc bon, c'est d'accord. On a 90 drills à chaque fois. Je vais en montrer un ou deux. On parlait tout à l'heure de la gazeuse. Voilà, par exemple, sortie d'armes, sortie de gazeuse, par exemple, pour pouvoir l'utiliser. On a du secourisme. Les méthodes de respiration, dont je parle dans ma dernière vidéo d'ailleurs. Tout le bouquin à la fin en source, évidemment. Le scanning, on a beaucoup de choses. Main cachée, main armée. On a les issues de secours. Alors, je vais chercher la gazeuse. Elle doit pas être loin. Ah voilà. Donc, code de vigilance aussi que j'ai traité dans une vidéo. Pareil, vous le retrouvez également ici. Donc un livre vraiment super complet. Vous avez vraiment un sacré panel. Ça va. Voilà. On en parlait tout à l'heure, le drill de la gazeuse, pouvoir retirer la sécurité de la gazeuse, etc. Donc il y a
90 drills, vous avez de quoi faire. Hein. Ne serait-ce que si vous en faites un par jour ou un par semaine, ça vous tient. Ouais, je te dis, autant y passer juste 10 petites minutes par jour, c'est déjà énorme en fait. Ouais. Et c'est de rentrer en fait, d'habituer dans son quotidien des petites choses comme ça qui permettent de faciliter le passage à l'acte ou la défense anticipative, on va dire, en cas de pépin, quoi. D'accord. Ouais. C'est une bonne question d'ailleurs, ça. On en parlait. Alors, faut savoir que Mika et moi, on avait fait une interview, alors qui n'est pas sortie parce que il y avait eu des problèmes de son la dernière fois, donc c'est pas grave, on la refera sûrement quand on pourra. Mais on avait parlé de ça justement, et tu m'avais dit que t'avais toi pour tes drills, t'avais une sorte de calendrier, si je me trompe pas, une sorte de planning. Tous les jours, tu avais tes petits drills et puis tu tournais alors je sais plus, c'est de semaine en semaine, etc. Où tu avais un planning de drill que tu te mettais. Alors, ouais, j'ai une partie qui correspond à mes drills, on va dire. En fait, c'est plus des routines que des drills. Parce qu'il y a la partie drill, si tu veux, la plupart des drills que je présente, c'est pas des trucs que je fais automatiquement, mais presque tous en fait. D'accord. Après, les parties spécifiques, c'est plutôt par période, mais concrètement, l'optimisation pour les frappes, je fais assez de sport pour de manière générale pas avoir forcément à faire du détail là-dessus. Mais tout ce qui touche à faire l'environnement, je le fais sans trop y penser en fait maintenant. Ouais, je le fais assez naturellement. Le fait de savoir s'orienter, si je puis dire, en fait, essayer de repérer les points cardinaux quand tu es dans un endroit, juste pour prendre l'habitude, tu vois, d'étudier un peu une carte quand tu vas à l'étranger, tout ça. C'est de la sécu perso plus que de la scène, ouais, ça, tu sais. À proprement parler, et l'idée en fait c'est juste de développer des petits automatismes. Donc au début c'est des drills, puis très rapidement on appelle plus ça vraiment des drills mais plutôt des automatismes, parce que c'est pas que je travaille, mais en l'intégrant à mon quotidien, c'est des choses que tu vas faire assez naturellement, ouais. Et voilà, t'as des petits trucs, tu vois. Et après les trucs qui consistent à faire du lancer ou du tir ou des trucs comme ça. Mais ça, en fait, si tu veux, c'est dans mon quotidien, donc je le considère plus comme vraiment un drill. C'est que c'est pas que je tire presque tous les jours, mais quasiment en fait, tu vois. Parfois, pas énormément, hein, c'est pas forcément des milliers de cartouches, mais du coup, voilà, il y a tout ce qui va être dry fire, donc travail à sec aussi. Ouais. Donc ça, par contre, on peut encore appeler ça des drills. Ça va ressembler plus à un échauffement. D'accord. Plutôt Impact Tool ou Lacrymo pour la CP. Alors, je note aussi ça. Alors, c'est une question qui revient souvent, ça. Impact Tool. Lacrymo. Lacrymo. Ouais, toi, t'es un fervent du Guardian. En fait, je vais te dire pourquoi je suis pas dingue des Impact Tools. C'est que je sais déjà ce qu'on peut faire avec à main nue, à quel point on peut blesser quelqu'un. Et le risque un peu, c'est de se laisser surprendre, tu vois, dans ta démarche défensive. Tu vois, on avait fait le test. On avait avec Gemma, t'as vu le trou dans la noix de coco? Dans une tête, le mec, il le bute, quoi. La pastèque, elle explose, la noix de coco, pareil. La télesco, t'as vu ce que ça fait sur une batte de baseball? Tu la fracasses, hein. Ouais. Et c'est une mini télesco, c'est même pas, elle a pas énormément d'inertie. Alors oui, tu me diras, je fais du stick depuis des années, donc j'ai un bon slash avec le bâton, mais tout ça pour dire que, tu vois, c'est pas forcément la meilleure solution. Sauf, encore une fois, si ma vie en dépend, à ce moment-là, je vais armer ma main le plus vite possible. Tu vois. Tu adaptes. C'est ça. C'est si, tu vois, je serais content d'avoir un impact tool si j'ai un mec qui a une lame devant, tu vois, par exemple. Ou s'ils sont plusieurs. L'idée étant de faire le plus de dégâts possible en une fois, voilà. Mais dans l'absolu, il faut remettre le truc dans le contexte, quoi. La self-défense, c'est se protéger. C'est pas, voilà. Si ça nécessite d'être violent avec quelqu'un, ça je le comprends. Mais je suis pas là pour lui filer une leçon, en fait. Je suis là pour me protéger. Tu vois, sinon, j'enfile une cape et je parcours les rues la nuit, tu vois. Et Impact Man. Mais ouais, tu vois. Donc, si on part du principe que je suis pas là pour y foutre de l'ego et lui faire une leçon derrière, c'est-à-dire je lui botte le cul et je lui apprends la vie, moi je m'en fous en fait, tu vois.
il m'emmerde, il prend un coup de spray si j'ai l'occasion, je lui mets une énorme balayette sur le trottoir et si je peux me barrer, je me barre, je vais pas, tu vois. Et même ça, tu sais, tu peux avoir des surprises. Le mec qui tombe mal et tape le bord du trottoir, ou, tu vois. Ça c'est vu, hein. Donc ouais, ça je te dis. Je préfère la lacrymo, c'est un spray de défense, c'est extrêmement efficace, quoi qu'on en dise. Ça dépend comment c'est utilisé. Encore une fois, c'est pas une formule miracle. Hein. Les gens pensent que t'appuies sur un bouton et le mec s'arrête. Ça veut dire que si le mec il est déterminé, il va falloir peut-être lui mettre mettre un premier impact pour mettre de la distance. Ouais. Ou mettre un coup de spray et changer d'adresse, entre parenthèses, c'est-à-dire la dernière adresse connue étant là où était ma tête, tu vois, et me déplacer sur le côté, prendre son dos, tu vois, le pousser, gagner les petites secondes qui vont faire que l'effet il va vraiment monter en puissance. D'accord. Mais l'impact tool, le problème c'est que tout de suite tu peux vite devenir agresseur. Hein. Ouais. Voilà, donc j'ai un stylo tactique dans la main, tu sais les stylos Magnum. Ouais, j'en ai un aussi. Bah si je commence à avoiner un mec avec ça, t'as vu ce que ça fait quoi. Je peux dans du solide, je pense pas que je ferai un trou dans sa tête, mais je te dis, le prendre dans l'œil, je pars avec l'œil. Si, bien sûr, ouais. Et je pars avec l'œil, même si le mec c'était lui l'agresseur initialement. Je le dis souvent ça. Faut systématiquement pouvoir justifier de ce que t'as fait. Ce que t'as fait derrière. Alors c'est facile à dire, hein, tu vois. Encore une fois. Et je juge pas, je jugerai jamais personne. Enfin, tu vois, mais ça m'est arrivé aussi d'être disproportionné complètement. La proportion, entre parenthèses, elle est difficile. Je l'ai évalué par rapport à la menace, tu vois, et non pas par rapport à l'attaque, puisque je l'ai pas laissé le temps d'attaquer. Donc, ça fait de moi un agresseur. Il m'est arrivé d'être super virulent, un peu trop, et j'ai eu du bol que le mec porte pas plainte ou qu'on se soit pas revu et qu'il y ait eu personne pour m'emmerder derrière, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, c'est ça aussi dont il faut tenir compte, c'est que les gens ne savent plus perdre, tu vois. Et l'agresseur, en fait, si on reprend un peu les profils dont parlait Brice d'ailleurs très bien sur un prédateur, le prédateur, ce qu'il veut, c'est gagner quelque chose. Donc si il rate son approche et qu'il en prend une dans la gueule, s'il se dit qu'il peut gagner quelque chose en portant plainte, et c'est souvent ce qu'ils font, bah il va pas se gêner, tu vois. Et dans les faits, c'est lui le problème. Et tu peux éthiquement parlant dire que toi t'avais demandé rien à personne. En attendant, quand tu l'as frappé, tu vois, si tu lui as pété le nez, tu vois, t'es agresseur aussi, tu vois. C'est pour ça que j'aime bien les sprays de défense, parce que aussi piquant que ça puisse être, t'as quand même peu de chance. Alors ça dépend lesquels. Hein. Tu vois, j'avais testé le JPX, mais c'est un truc pro, tu vois. Les chaînes pyrotechniques qui propulsent le liquide et le truc qui part tellement fort, tu vois. Voilà, si tu te mets à 1 mètre et que tu l'envoies dans l'œil, je suis pas sûr du résultat. Enfin, je pense que le mec il perd quand même un peu la vue ou autre chose, tu vois. Et mais je te dis, le Guardian c'est très bien, à condition qu'encore une fois t'aies une mécanique de tireur, parce que ça reste une arme de jet en fait. Ouais. Tu vois. Sinon, les petites sabres défense, elles sont exceptionnelles. J'ai le Guardian, j'ai le sabre, j'ai testé le sabre en extérieur, et même en extérieur ça attaque. Ouais, bah c'est très efficace. Voilà, bah ça c'est suffisant. Ça reste une bombe de défense. T'as aucune raison de l'utiliser sauf si tu te sens en danger. Et t'as quand même un jet, je sais pas si t'as vu, il part loin le jet quoi. Il est loin, hein. Je me suis reculé à, je sais pas moi, même à 4-5 mètres il touchait. Mais il touchait bien, précisément. Précisément. Ouais, tu sens même que t'as un petit recul, elle est vraiment sous pression. Voilà, donc t'as pas un jet infini, mais si tu veux, si t'es à 1 mètre, enfin tu fais un bond d'1 mètre en arrière et que t'arroses, même si le mec met les mains, il en a sur les mains, et là tu tapes le sprint, oui, sur l'instant T, ça va pas lui faire l'état tout de suite le A, tu vois, sauf s'il est vraiment s'il manque un peu de volonté, on va dire. Mais par contre, si tu commences à courir, il va pas courir derrière toi, je te le dis. Tu sprays derrière toi pour qu'il se reprenne un peu dans le. Oui, en plus, ça c'est plus pour le gaz. C'est bien d'avoir des petits sprays à gaz pour ça. Ça t'en envoie dans l'air et c'est invisible et c'est une horreur. Je sais pas pourquoi au bout de 2 minutes tu commences à avoir le nez qui te gratte, après tu pleures, après machin. C'est ultra efficace. Voilà. Et ils en font des pas mal. Putain, je me souviens plus de la marque, j'en ai un aussi. Et voilà, bon, je préfère ce genre de truc là en fait, parce que voilà, t'as toujours la problématique, c'est que
moi, je prends pas de plaisir à me battre. Enfin, tu vois, c'est pas comme si je me battais tout le temps en plus. Enfin, tu vois, ça m'est arrivé, mais je suis pas un bagarreur. Oui, bien sûr. Mais tu vois, enfin, voilà, pour anecdote, il y a ouais, il y a 2 étés, je pense qu'il y a 2 ans peut-être, il y a 2 mecs qui ont balayé une vieille dans ma rue, pour lui voler son collier. Le premier, j'ai pas réussi à l'attraper, le deuxième, en fait, c'est parce que je me suis dit, je vais essayer de l'attraper, mais pas le frapper, tu vois, de le saucissonner vraiment, et attendre les flics, quoi. Et le premier, tu vois, quand t'essayes de faire bien, c'est compliqué, tu vois, parce que tu peux pas être trop virulent avec le mec. Le deuxième, le premier, il m'a échappé, et le deuxième, j'ai dû le frapper en fait. Et je l'ai pas frappé très fort, mais je lui ai mis un low kick pendant qu'il essayait de s'échapper. Il est tombé plat ventre, et ensuite j'ai essayé de le saucissonner. Il s'est débattu, et en lui cognant la tête contre la bagnole qui était à côté. Bon, je te passe les détails. Je l'ai étranglé pour qu'il se calme. Il s'est endormi. Ouais. Je m'en rendais pas compte en fait. C'est une personne qui était avec moi à ce moment-là qui m'a dit lâche-le, tu vois. Je me suis fait convoquer quand même 3 jours plus tard. Et le mec avait une commotion et le poignet cassé, tu vois. Alors le poignet cassé en tombant, j'imagine, parce qu'il est tombé vers la sûrement, la commotion, je pense pas que ce soit moi, mais enfin voilà, heureusement il n'a pas porté plainte parce qu'ils ils ont dû le dissuader de le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, et je te jure que j'ai pas été virulent, enfin, tu vois, j'étais énervé. Non, mais des fois, en zébaton, il peut se faire plus mal que tu le ferais, hein. Et puis, objectivement, si tu t'entraînes, tu te rends pas forcément compte, tu vois, mais voilà, moi, je pousse de la fonte, je m'entraîne aux arts martiaux, tu vois. Donc, quand t'empoignes quelqu'un, tu te rends pas compte, tu vois. Et t'as des gens, t'as des gens qui ont même pas besoin de ça, hein, mais tu sais, quand t'es un peu énervé, l'impulsion nerveuse qui part de ton cerveau quand t'empoignes quelqu'un, ça part, quoi. Bah ouais, t'as un recrutement musculaire qui est plus important, donc tu te rends pas forcément compte. Alors imagine le mec, je pense à mon meilleur pote qui est une espèce de marmulasse, tu vois, il a des bras, c'est des dauphins, tu sais. Et je te dis, quelqu'un comme ça qui s'énerve et qui perd un peu le contrôle, il a énormément de force, tu vois. Sans faire exprès, parce que t'es en colère, parce que t'as peur, parce que machin, tu peux faire des conneries, quoi, tu vois. Donc la gazeuse, je te dis, ça permet d'éviter de rentrer trop au contact avec le mec. Voilà, si c'est nécessaire, c'est nécessaire. Hein. Des fois, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas vraiment de règle. Allez, comment dire, des ganettes, si t'es là, si tu peux envoyer ça, après les autres peuvent trouver, hein, mais il y a Mika, t'avais fait une vidéo avec Guillaume Morel et Gemma sur les Impact Tools. Regardez ça sur c'est Karaté Bushido, vous tapez sur YouTube Karaté Bushido Impact Tool, vous allez voir de quoi on parle. Et voilà, la puissance de l'Impact Tool, c'est assez. Regarde, typiquement, on parlait de ça. Gemma, c'est son métier. Oui, c'est son métier. Elle met des coups de poing, mettre des coups de poing sans bande, sans rien. Donc, je dirais son yaku, c'est un sacré coup de poing, tu vois. C'est low kick, j'en parle même pas. One Punch Man. Ouais, non, mais il frappe très fort. C'est des gens qui frappent très fort. Ils font ça toute l'année. Qu'en caisse aussi très dur. Enfin, tu vois. Merci. Alors, une pointe de menton ou un œil, ça part, hein, tu vois. Ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, c'est pas sûr que un mec comme ça, tu lui mets un low kick, que je peux te garantir que ça va rien lui faire. Peu importe qui t'es. Tu vois, c'est son métier d'encaisser des low kicks, tu vois. Il y a une petite vidéo à Bercy où Roper lui avait mis son fameux low kick, et ça avait rien fait du tout. Mais quand je te dis rien du tout, c'est que ça rebondit, tu vois. Ouais, ça rebondit. Voilà, typiquement un mec comme Gemma qui fait de la percussion, donc sans borne, sans gants, tu vois, qui a quand même, tu vois, regarde, il a des kento là, ils sont énormes. Le fait que le poignet soit mobile, tu vois, quand il bouge, un boxeur va frapper très très fort, mais c'est vrai que il a l'habitude d'avoir quelque chose qui maintient le poignet. Oui, les bandes, etc. Donc c'est les kyoku, j'en ai fait un certain nombre d'années quand même, et Gemma, du coup, je le connais de cette époque-là, et Gemma, c'est un grand champion, tu vois, de kyoku, c'est un vice-champion du monde, tu vois. Tu vois le point qu'il a, les deux kentos là, tu vois, les deux kentos, tu te rends compte qu'un mec comme ça, s'il dégoupille, qu'il est un peu énervé, sans être énervé, il tape fort, imagine, il met une patate dans la tête d'un mec, il peut le tuer, tu vois, et il n'y a pas besoin de faire des gorgettes ou des machins, tu vois, et donc là tu te dis, imagine, ce mec-là il dégoupille, ou tu vois,
Il se sent en danger, il a peur, tu vois, il frappe fort. Putain, mais il y a moyen qu'il bousille le mec, quoi. Ouais. Donc, tu vois, c'est toujours un risque. Quand tu vois notre loco, ouais. On parlait de la lacrymo, il y a Guillaume Protégor qui est là aussi, donc n'hésitez pas à regarder. On a la vidéo que tu as fait aussi avec Karaté Bushido sur les sprays lacrymo, on en parlait avec tout à l'heure au niveau du laboratoire qui a été fait. Vous allez pouvoir voir la vidéo aussi, elle est super intéressante. On prépare avec Guillaume, on est en train de réfléchir à un sacré protocole de test là pour toutes les armes de défense. Un nouveau truc. Voire même, on est en train de se chauffer pour se gazer tous, tu vois. Le gardien, il est hors de question que je le fasse, mais les autres, ça ne me dérange pas. Si vous voulez faire un coup de... Bon, ouais, on est en train de réfléchir à ça. Vous verrez prochainement. Écoute, si tu as besoin d'un mec en plus, si je peux porter main forte, si tu veux te faire gazer, t'es le bienvenu. C'est un grand plaisir. Si on prend un verre après, une bonne... Si Gemma dégoupille, t'es content d'avoir une lacrymo. Oui, voilà, elle va te donner l'opportunité de te barrer vite, quoi. Faut pas que tu sois à portée de jambe, hein. Si tu prends un low kick, Ouais, voilà. Tu vas être sur une jambe en train de faire du cloche-pied. Dans l'interview qu'on a fait avec Guillaume aussi sur les lacrymos sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller la voir. On a fait une interview qui dure un peu plus d'une heure sur toutes les lacrymos. Donc vraiment, c'est très complet. Et Guillaume a publié un e-book qui s'appelle super PDF, ouais. Très bien. Il y a tout dedans. Très complet. N'hésitez pas à aller voir ça. Guillaume, tu pourras mettre les liens dans le live. Hein. C'est le but de faire de la pub des amis. Voilà. Alors, je regarde un peu les questions qu'on a eues. Tac. Donc là, si on parle des drills directement, alors première question, c'était comment développer son explosivité. Est-ce que tu as des drills à proposer pour développer son explosivité? Alors, j'ai pas de drill spécifique, même s'il peut en exister. Mais alors, je vais t'expliquer pourquoi. Un boxeur qui développe son explosivité, d'une part, il va d'abord développer son explosivité, on va dire, globale, donc sur une chaîne de mouvements, et ensuite il va le développer de manière spécifique par rapport à une percussion, tout ça. C'est cool, il a 6 percussions. Et il va travailler autour d'un mec qui travaille le même code que lui, c'est-à-dire ces deux boxeurs qui ont 6 percussions de base et qui peuvent les cumuler les unes aux autres, même si un uppercut, ça peut être un uppercut un peu plus loin ou plus près et tout, mais si tu veux, c'est crochet gauche, crochet droit, direct du gauche, direct du droit, et uppercut gauche, uppercut droit. Et après, tu fais des variantes autour de ça et des combinaisons. Ouais. La self, ça devient compliqué entre parenthèses. En tout cas, si tu commences à avoir l'étendue de type de frappe que tu peux faire. Donc, à moins d'en choisir quelques-unes et de les optimiser, et c'est ce que je conseille de faire vraiment. Tu peux pas pratiquer si t'as pas un bon coup de genou technique au moins, un bon low kick, un bon coup de coude et une bonne anglaise entre parenthèses minimum. C'est-à-dire que tu vois, tu t'es pas forcément un champion d'anglaise avec un coup d'œil de malade, tu vois, mais tes percussions elles sont propres et t'as pratiqué quoi, tu vois. Là, ça devient intéressant. Après, je vais te dire de manière générale. Là du coup je mets de côté un peu la partie sport de combat parce que on va rentrer dans quelque chose qui est de l'ordre, enfin tu vois, le combat, la personne est échauffée, elle est ça fait un petit moment qu'elle se prépare, elle arrive dans une période où elle est au top de sa forme normalement. Ouais, bien sûr. Elle a eu différents microcycles et macrocycles d'entraînement, il y a une périodisation qui a été faite sur du début de sa préparation jusqu'au moment du combat. Donc si tu veux, le mec il arrive normalement, il est au top. C'est génial, mais dans la vraie vie c'est compliqué d'être comme ça, tu vois. Donc moi j'invite plus les gens à bosser l'explosivité et la force de manière générale. Global. Ce qu'on appelle la culture physique, la musculation. Alors je sais que pour les gens la musculation c'est le bodybuilding, mais le bodybuilding c'est une des disciplines de la musculation en fait. Tu vois. L'haltérophilie c'est une des disciplines de la musculation aussi. En tout cas c'est une direction spécifique. Bien sûr. Ouais. Tu vois. Mais la culture physique, la musculation, ce qu'on peut appeler ce que font tous les sportifs d'ailleurs en début de période pour créer du foncier, on va dire, dans ce domaine-là, il faut une préparation physique générale dans certaines disciplines. Par exemple, si le mec est boxeur, les 2 premiers mois de sa saison, il va pas mettre de gants du tout, il va pas boxer, il va faire de la musculation. Ouais. Tu vois.
Un bon athlète, c'est un athlète qui fait de la musculation, qui va dans la musculation. Et c'est pas pousser des poids pour pousser des poids en fait. Oui, il fait ça pour c'est développer des compétences physiques et ensuite qui te serviront pour le reste, tu vois. Donc c'est d'être fort, un minimum. Par fort, j'entends, il faut faire une différence aussi. C'est-à-dire que c'est pas parce que t'es fort que t'es énorme musculairement. Ouais, mais après je vais avoir du mal à bouger. C'est des conneries ça. Et après je vais avoir du mal à bouger. Moi je connais des gens très forts qui bougent très très bien. Y a pas de problème, tu vois. Tu vois la mobilité d'un haltérophile. Ouais. Les haltérophiles, c'est l'école de la mobilité avec la gym. Bien sûr, ouais. Tu vois. Pour le squat, etc. Ils sont hyper mobiles. Non, mais les mecs, ils ont une mobilité de malade, tu vois. Ils sont explosifs. Enfin, l'influx nerveux qui est demandé pour faire un arraché, par exemple, mais on peut pas imaginer ce que c'est, en fait, tu vois. Et puis, pareil, tu prends un powerlifter, donc ceux qui font de la force athlétique, il s'agit pas de rentrer dans les catégories de plus de 100 kilos des mecs, hein, je parle. T'as des mecs, il y a un que je suis, que j'admire beaucoup, The Panache sur Insta, si vous avez l'occasion. J'avais rigolé parce qu'il y a un mec qui avait fait je crois un live avec lui où j'avais vu passer, et il disait, il a le gaps de ta meuf mais la force de ton père. En fait, il pèse, je crois, 65 kilos, et je l'ai vu à 270 au squat, tu vois. Donc tout ça pour te dire que il s'agit pas d'être énorme, il s'agit d'être fort. Alors lui, c'est son métier, encore une fois, c'est un sportif de haut niveau, il est en équipe de France, il développe assez. Moi, par exemple, pour moi, c'est pas envisageable parce que je peux pas passer autant de temps à faire ça. Mais voilà, c'est d'avoir des minima qui correspondent à tu vois, si tu peux pas pousser un certain poids, au moins ton propre poids, donc c'est bien le poids de corps, mais à un moment donné, il faut aller un petit peu plus loin, tu vois, parce que des fois, il faudra te porter toi-même avec quelqu'un aussi, tu vois. Ouais. Et donc voilà, c'est de travailler les fondamentaux, c'est du bench press, donc du développé couché, faire des squats, faire du soulevé de terre, tractionner, global. Ouais, voilà. Et ensuite, pratiquer ton activité à côté. Si tu veux vraiment spécifier sur ta frappe, sur ton machin, ça rentre tu commences à faire de la prépa physique spécifique, tu vois. Et on n'a pas que ça à foutre dans la vie, sauf si on est sportif de haut niveau et c'est leur métier, donc eux ils ont que ça à foutre et ça leur est demandé. Il faut qu'ils soient efficaces, tu vois. Donc quand tu prends une patate d'un sportif de haut niveau boxeur, il t'arrache la tête, tu vois. On a au Maccabi Cédric Doumbé et Raphaël Tronchet qui viennent, qu'on a vu là. Raphaël Tronchet, moi je l'avais jamais vu en vrai, en fait. C'est un poids lourd en anglaise. Putain, mais un mec comme ça, tu vois ce que je veux dire? Il a des qualités physiques exceptionnelles. Ouais. Tu vois? Et crois-moi, il est massif, mais putain, mais il bouge. Voilà, ça te remet à ta place, tu vois. Ouais, d'accord. Si ce mec pète les plombs et que c'est sur toi qu'il a le seum, crois-moi, je suis pas sûr que t'as la gazeuse, tu vois. Va falloir être très très bon stratégique. Ouais, très mobile. Et voilà, mais c'est son métier. Nous, au quotidien, il faut caler nos cours de self, nos cours où tu tournes un peu, tu fais un peu de sol, tu fais un peu de pied-point, un peu de machin, voilà, tes moments où tu vas faire un peu de percussion, tes moments où tu vas faire de la musculation. Tu vois, c'est beaucoup de choses. Au quotidien, global. C'est pas compliqué. En fait, si tu veux, moi, dans ma vie, ça me prend toutes mes matinées. Tu vois? C'est-à-dire, du lundi au samedi, j'ai un entraînement tous les matins. Pas que physique, hein. Des fois, pas que physique. Si, je veux dire, c'est pas que la musculation, tu vois. Oui, d'accord. Du sac, des fois, je vais tourner un peu. Tu vois. Et parce que c'est voilà. Et des fois, quand t'as des grosses semaines, j'ai pas le temps. Donc pendant 3 jours, 4 jours, je vais être bloqué sur la semaine pour un boulot, par exemple. Je vais pas pouvoir m'entraîner. L'avantage, c'est qu'en fait, tous ces entraînements nous servent pour ces boulots-là, en fait. Tu vois. Oui, bien sûr, ouais. Si tu veux, je pratique dans le cadre de mon boulot aussi, mais c'est pour être compétent dans le cadre de mon boulot, tu vois. Donc ça devient presque spécifique à un moment donné. Oui, à un moment donné, ouais. Faut remettre ça dans le contexte pour des gens. Voilà. Après, moi, je te dis, je remets le truc, c'est que à choisir pour quelqu'un, s'il devait choisir une activité dans son existence, ce serait de faire de la musculation. Tu vois. Et il s'agit pas, en fait, quand je dis musculation, encore une fois, c'est pas un truc de narcissique où tu te regardes dans la glace, tu vois. C'est de te dire, tu te fixes un objectif, tu vois.
tu muscles ton dos, tu muscles tes dorsaux, tu muscles tes jambes, et en faisant toutes ces choses-là, en fait, tu t'améliores ta santé de manière générale, tu vois. Ouais. Voilà, c'est de la culture physique, on appelle ça. La culture physique. C'est ça. Deuxième question, on en parlait, tu sais, tu parlais souvent de faire son environnement, de sécurité perso. Il y en a qui posent la question de comment développer son scanning, et le but c'est que ça devienne automatique. Enfin, après, on en parlait quand je rencontrais Guillaume, on voulait se battre, c'est pour avoir la même place, est-ce qu'on voulait la même place, de la même manière. Donc comment développer quand on n'y connaît pas grand-chose, comment développer. Alors je l'ai très bien marqué dans Riposté, dans le 2, dans le cahier pratique. C'est que faire son environnement, c'est la succession de plein de petites choses. Tu vois. Alors, t'en prends une, et puis tu la travailles. T'en prends une autre, et puis tu la travailles. T'en prends une autre, et puis tu la travailles. Et puis au fur et à mesure, ça va rentrer dans des automatismes. Ce qu'on va appeler faire son environnement, en fait, c'est une succession de trucs, tu vois, qui vont de faire l'état des lieux en termes de sortie, d'entrée, d'exposition potentielle, de gens potentiellement dangereux dans l'espace, en tout cas agités, cumulé à ton expertise de il est telle heure à peu près, les gens commencent à être alcoolisés, voilà, là en ce moment ça risque pas, tu vois. Et puis c'est une succession de choses en fait, tu vois. Et puis au fur et à mesure en fait, donc c'est pour ça que dans un premier temps on choisit un drill et puis tu le fais. Donc, par exemple on a par exemple, là, je reprends scanner les mains non visibles. S'entraîner à chercher les mains que tu ne vois pas. D'accord. Scanner les objets utiles aussi. On en parlait, j'avais fait un live là-dessus. Tu prends ça. Dans l'idée dont je parlais tout à l'heure, qui est de ACDS à la base, la main doit être armée le plus vite possible. C'est dans un premier temps, tu te focalises que sur ça, donc tu fais pas forcément les autres. Mais en fait, en faisant ça, puis en reprenant un autre, tu vas continuer de faire le premier drill. Malgré toi. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu te retrouves à faire 8 drills en même temps, qu'on peut appeler faire son environnement, tu vois. Ouais, d'accord. De manière automatique. Voilà. C'est comme ça qu'on apprend. En fait. C'est de la conscience, de la vigilance, être aware, comme dirait Vandam, quoi, c'est Zanshin. Tu vois. C'est esprit présent. T'es là, tu vois. Tu fais attention autour de toi. Ça veut pas dire que tu peux ne pas être dans tes pensées, mais ça veut dire que tu fais attention à ton environnement. Et en fait, à force de le faire comme ça, tu te rendras compte que tu peux même te permettre d'être dans tes pensées. Oui. Et si quelque chose attire ton attention, ta vigilance va s'activer automatiquement. En fait, ça va t'arracher de tes pensées pour te dire tiens, c'est bizarre, ce truc. Il y a un truc qui colle pas avec. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que statistiquement, en faisant ce genre de choses-là, tu te rends compte que finalement, t'es potentiellement moins choisi en termes de victimes, de toute façon. Ouais, ce que tu me disais aussi, ouais. Après, ça n'empêche pas que ça peut arriver aussi. Hein. Ouais. Et puis tu peux te retrouver aussi à devoir filer un coup de main à quelqu'un qui a été choisi en victime à côté de toi aussi. Donc ça peut mêler à l'affaire, mais peut-être que tu l'aurais déjà vu avant, tu vois. Ou ça se trouve, c'est quelque chose, un pickpocket qui te voit le voir. Commencer à essayer de ça se trouve il va lâcher l'affaire en essayant de dépouiller la petite dame parce que toi il t'a vu, il a vu que tu l'avais vu et que tu vois, c'est plein de petites choses comme ça. Donc faire son ça s'entraîne comme ça. Au dernier live qu'on a fait justement avec Eric Keke, donc directeur de l'ADAC, il en a parlé justement. Il avait vu un type louche qui suivait des femmes dans les métros et il l'avait repéré, il l'a regardé, il a fait et le type est descendu de la rame des prochains arrêts, quoi. Et on appelle non mais c'est très flagrant en fait parce que ça rejoint ce profil de mec. Après il y a d'autres mecs qui les prédateurs, les mecs. Voilà. Les prédateurs justement ils fonctionnent avec un certain algorithme qui correspond à le minimum de risque pour le maximum d'efficacité. C'est ça. Donc, à partir du moment où ça devient compliqué, voilà, ça. Enfin, tu vas gêner une sélection et du coup il va lâcher l'affaire. En tout cas, c'est pas dans son intérêt de continuer, il le sait. Et, voilà. Après, tu tombes pas que sur des gens comme ça. Hein. Non, bien sûr, faut pas. Mais c'est un exemple. Hein. On a une personne qui nous disait aussi, as-tu un drill pour appréhender, pour travailler son appréhension du sol? Alors, je pense que c'est peut-être de la chute au sol, je pense. Son appréhension du sol. Alors, déjà, le sol, tu peux pas l'appréhender si tu le pratiques pas un peu. Ouais.
Et la tactique qui consiste à refuser systématiquement la chute est dangereuse parce que tu finis par tomber très fort quand tu tombes. Oui. En fait, si tu veux, c'est le mec qui a la jambe attrapée par l'autre et qui est en train de sautiller sur sa jambe pour pas tomber. Oui, oui. Et à un moment donné, quand l'autre a réussi à lui mettre une balayette, mais il se plante la gueule par Il t'est cassé la tronche, ouais. Il y a des moments, c'est peut-être plus utile d'apprendre justement à accepter d'aller vers le sol de toi-même. En justement la jambe qui te reste d'appui, et de l'appui. Alors je parle pas de faire un jump guard de JB où le mec il se jette et il croise. Il se décroche, tu vois. Voilà. Mais non, la chute c'est quelque chose qui s'apprend et puis se positionner au sol aussi. Mais pour ça il faut en faire un peu. Et, ouais, bien sûr. C'est la seule manière de pas. Et puis ce qu'on connaît pas fait un peu flipper. Tu vois, moi j'aime bien le discours des mecs qui te disent dans la rue faut pas aller au sol. Bah oui, c'est vrai. Tu peux éviter. Tu peux éviter, ouais. Mais des fois tu t'imbriques tellement fort avec le mec et tu pars dans tous les sens que tu te retrouves à te péter à moitié la gueule, tu vois. Puis des fois t'as pas le choix, il vaut mieux que tu y ailles parce que t'es en train de à moitié de péter la gueule et c'est le risque, c'est que tu te dis le prochain coup quand tu vas tomber ça va être un plat d'eau. Et c'est peut-être pas la peine de faire le plat d'eau sur une rame de métro, tu vois. C'est clair. Sur le quai ça pique un peu fort, quoi. Ouais, j'imagine, c'est clair, ouais. Surtout quand il y a le métro qui arrive. Ok. On a bonjour de la Martinique. Bah écoute, bonjour à toi, ça fait plaisir d'avoir du monde à l'international. Question qui nous est venue aussi, je crois que c'était de David. Comment renforcer les points? Tu parlais tout à l'heure de Gemma, justement, avec les Kento, le point qui bouge pas quand il vient frapper. Comment renforcer sa stabilité? Je crois que tu en parles dans le bouquin d'ailleurs, la stabilité des ouais, il y a pas mal d'exercices. Alors déjà la pratique du makiwara, c'est quelque chose qui est vachement fait en karaté. Voilà. Le problème c'est que ça laisse des séquelles et voilà. Après t'as des gros points, t'as des grosses phalanges, mais tu vois moi alors ça on le dit pas trop, mais ça plus le tir, j'ai très très mal aux mains. Voilà. Et donc aujourd'hui je regrette un peu. Donc je continue à travailler la percussion, mais je la fais de manière plus intelligente. Si tu veux, moi, je travaillais avec une paille de riz, tu vois, sur un vrai makiwara. Ouais, le truc en bois, la planche. Un mode Kurohobi, tu vois. Et je sais pas si t'as déjà vu ce film. Et donc le résultat, c'est que, tu vois, ça occasionne des petites déformations. Alors, d'accord, ok, ouais. Tu vois, ouais. Mais c'est efficace, certes. Après, il y a plus intelligent. Ce qu'il faut, c'est surtout considérer que il faut pas que ce soit une surprise. Donc, mais travailler dans un sac sans gants, par exemple, sans frapper comme un sourd, encore une fois. Ouais, bien sûr. Pas mal. Et puis après, renforcer la stabilité du poignet, c'est plein d'exercices. Le grip aussi. Ouais. Le kettle, c'est pas mal pour ça en plus, tu vois. Et tu vois, nous on a ce truc au tir de vraiment prendre l'arme. Donc les percussions, la main ferme toute la journée, ajoute à ça l'altéro ou le kettle ou le machin, si tu veux. Moi les mains, à la fin de la semaine, j'ai mal aux mains, quoi. Enfin, pas qu'à la fin de la semaine, tu vois. Donc ça dépend des périodes où j'ai plus mal que d'autres. Voilà, je suis arthrosé au possible, hein. Donc je déconseille de faire les 500 ou 1000 coups de poing par jour que je faisais dans un makiwara, tu vois. Il faut être plus intelligent que ça. Et puis tu dois t'arrêter l'idée c'est de prendre des petites quantités mais de les faire régulièrement. Ouais. Et la stabilité du poignet, pour ça en fait c'est de s'habituer à travailler sans bande. Du coup on frappe moins fort. Mais c'est proportionnel à ce qu'on peut faire. Frapper comme un sourd à point nu, t'es sûr que tu vas te déglinguer quelque chose. Ouais, c'est sûr. Je dis souvent ça, tu vas à la Riboisière un samedi soir à 2h du matin, et tu fais le topo des fractures 4e, 5e métacarpe, donc c'est les deux derniers, de la soirée, et en général t'en as quand même une sacrée quantité. Ouais. Voilà, moi j'ai une séquelle, je sais pas si on voit, tu vois, regarde mon. Ah la vache. Voilà. Et parce que pareil, tu fais le con et voilà. Pour le coup, je l'ai raté le mec. C'est ce qui m'a valu ça. Mais c'est voilà. Et je te dis, c'est très fragile les mains. Donc renforcer les poignets, c'est bien. Et c'est aussi pour ça que les gens frappent souvent en shoté, en salle. Ouais. Non. Ça évite de se blesser bêtement. Et ça, tu peux le travailler de cette manière-là, quoi. Ok. Écoute, on est en train de dépasser un petit peu. Je fais une petite dernière question là. Si vous avez des dernières questions, les amis. Petite dernière.
Il y a David qui nous dit, je fais beaucoup de hand grip. Alors, je pense un peu, c'est les Captain of Crush, tu sais, les trucs quick là. Pour essayer de bosser le grip, mais est-ce vraiment efficace? Oui, c'est efficace pour le grip. Mais la main, elle fonctionne autour de 2 mouvements. Et ça, c'est pour la main, encore une fois. T'as le fait de la fermer, mais aussi de l'ouvrir. Tu vois. Donc, si tu travailles quelque chose, il faut travailler l'antagoniste pour éviter d'avoir des déséquilibres. Donc, tu vas te retrouver avec les mains comme ça. Et ça travaille pas le poignet, puisque c'est le poignet, c'est vraiment cette partie de stabilité. Ouais. Donc là, plutôt prendre avec la batte de baseball, venir. La batte de baseball ou il y a plein d'exercices. Tu peux prendre, tu sais, le truc qui consiste où tu fais dérouler un poids comme ça. La bobine Bandriouf. J'ai fait une vidéo là-dessus il y a 2 ans, je crois, quand j'étais en Espagne en salle de sport pour muscler justement les avant-bras. J'ai pris un des exos du bouquin. En fait, la stabilité du poignet, tu vois, c'est l'avant-bras en fait qui travaille, c'est toute cette zone-là. Ouais. Donc, enfin, même au-dessus, dans l'autre sens. Mais l'idée, c'est de comprendre justement que cette stabilité-là, elle est garante des muscles que tu vas avoir dans l'avant-bras aussi. Ouais, d'accord. Ouais. Pensez à bosser les extenseurs, notamment, qui sont beaucoup moins sollicités avec les travaux de l'ordinateur, etc. Les conneries qu'on a. C'est pour ça que je dis, quelqu'un qui fait que du grip, comme ça, là. Ouais, il faut vraiment qu'il travaille aussi les extenseurs pour équilibrer, sinon il va se retrouver avec des mains bien abîmées. Être comme ça, et puis même après, c'est après, pas le tu top pousses tes tendinites en boucle. Ouais. Voilà. Alors. T'as un petit mot à faire passer. Bon, alors, je pense que avant de finir, procurez-vous ces bouquins-là. Hein, on est en couvre-feu, vous avez le temps de les bosser les drills, il n'y a plus d'excuses. Oui, c'est l'occasion, c'est sûr. Et voilà, next step, un drill par jour. Voilà, on est reparti dessus. Non, franchement, super bouquin. Enfin, les deux. Hein. Les deux sont très très complémentaires. Il n'y a pas l'un sans l'autre. C'est pas une suite. Hein, c'est vraiment là, c'est la cahier des charges. La théorie et la pratique. Ça, c'est toutes les drills. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre les deux. C'est chez Amphora, on fait bosser les maisons locales. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter Amphora directement. Que dire de plus? Je sais pas s'il y a plus de questions. C'est bon, non? Bah écoute, super. Bah écoute, moi j'étais super content de t'avoir une nouvelle fois en live. Moi aussi, avec plaisir. Bon, ce sera encore mieux quand on pourra bouger, mais pour l'instant on fait. Je t'accueillerai au stand à ce moment-là. Ouais, depuis le temps qu'on en parle. Ouais. Depuis le temps qu'on en parle, faut que j'aille faire une séance de tir là-dessus, là, ça serait bien depuis le temps. Pro de Guillaume qui nous met tous les liens. Merci Guillaume. Au taquet, Guillaume. Bon bah écoute, merci Mika, merci Guillaume, merci à tous d'avoir été là, hein, tous les. Merci à tous, ouais. Les férus. Cécile, merci à Mika, vraiment top pour ces livres, les lives, bien faits, très appréciables. Bah merci à tous, merci Eric. Merci à tous. On va gazer Tom, chouette, Guillaume. On va tous le faire. Hein. Hugo, super live, merci à tous. Bah, merci à toi Hugo d'être toujours là. On se retrouve les amis semaine prochaine. On fait revenir un intervenant que vous avez beaucoup aimé. Et le sujet, ce sera les armes improvisées. Toutes les armes improvisées qu'on peut utiliser et qui sont utilisées notamment dans les stades de foot, hein, les briques de mini-wall, etc., etc. Il y a beaucoup à dire. Donc un sujet intéressant, un sujet vaste, samedi prochain et je pense en après-midi aussi. On n'a pas encore fixé l'heure, mais on verra ça. Bon bah écoutez, prenez soin de vous les amis. Mika, à la prochaine. Merci à tous, merci à toi en tout cas. Et puis bah très vite. À bientôt. De toute façon, on reste en contact. Ouais, de toute façon, ouais. Allez, ciao les gars. À plus. Merci. À plus.